Bon, je vais commencer tout de suite. En effet, les argiles sont vraiment très bien connus. Mais pourquoi on utilise tellement les argiles? Eh bien, en réalité, les silicates constituent pratiquement la totalité de minéraux de l'écorce terrestre et une partie importante des silicates, c'est la fraction argileuse. Donc, les argiles sont une matière première et on va voir, comme on vient de dire, on va voir qu'elles peuvent recevoir des applications très avancées, très importantes. En réalité, bon, c'est vraiment bien connu par tous, l'utilisation dans la poterie ou dans la fabrication des briques, voire même ces impressionnantes constructions des quartiers complets ou des monuments vraiment d'une grande valeur culturelle. La poterie a été un des sujets, mais aussi, par exemple, l'utilisation comme les tablettes pour l'écriture cunéiforme, aussi vraiment des pièces d'art qui ont été développées, qui ont été construites il y a très longtemps et qui est vraiment un trésor de l'humanité. Pourquoi? Parce que les argiles sont quelque chose qui se présente dans la nature d'une manière dont on peut les extraire d'une façon très facile. Ce sont généralement des mines ouvertes, à ciel ouvert, et l'exploitation est vraiment facile. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle ont été utilisées depuis longtemps. Maintenant, on peut même trouver à des endroits, mais ça, c'est vraiment anecdotique, comme au Maroc, pour l'argile du Gassoul, qui est une argile, c'est une stévancite qui est utilisée spécialement dans le monde entier et depuis des siècles pour la cosmétique. Mais c'est des cas très rares où l'extraction est à l'intérieur des montagnes et qui s'est fait même à l'heure actuelle comme ça s'est fait il y a vraiment des siècles. Les argiles sont donc une matière première largement utilisée, mais qui peuvent servir à la fabrication des matériaux fonctionnels et particulièrement des matériaux nanostructurés. Et pour des applications très variées, comme absorbants, comme catalyseurs, comme matériaux pour lutter contre la pollution, comme des éléments qui peuvent servir pour des dispositifs électriques, électrochimiques, électroniques, pour les membranes, le matériau photoactif et même, par exemple, c'est un exemple qu'on va voir comme adjuvant pour des vaccins. Donc, c'est vraiment des domaines très vastes. Et à part donc les applications traditionnelles, on peut voir donc des applications dans la cosmétique, dans la pharmacie, l'agronomie, donc l'électronique, les composants électroniques, dans le secteur de l'automobile, l'industrie chimique, etc. Vraiment, on va voir, c'est vraiment une matière très versatile pour la fabrication des matériaux dits avancés. Et voilà, ces matériaux nanostructurés qui vont avoir une importance très grande due à l'incidence dans des sujets très variés comme l'environnement, comme l'énergie, par exemple pour la fabrication d'électrodes, des éléments pour des batteries, dans la santé, comme les systèmes pour la livraison contrôlée des médicaments ou pour l'ingénierie des tissus, pour les transports, la fabrication des matériaux de très basse densité, pour des voitures, pour des avions, etc., pour l'alimentation ou même pour l'industrie, comme on vient de dire, dans la fabrication des absorbants, etc., des capteurs. Voilà. Donc, nous allons voir quelques exemples des argiles, qui en plus, on peut les considérer comme des écomatériaux, matériaux vraiment écologiques,
Et on va voir quelques exemples des argiles, des nouveaux systèmes hétérostructurés basés dans l'assemblage de certaines nanoparticules avec des argiles. On va voir aussi la production des nanocomposites et des matériaux basés dans le graphène, ou du type graphène. Et aussi, on va voir juste un aperçu sur les bionanocomposites, puisque ça fera une partie spéciale dans les cours du 24, donc dans 15 jours. Et tout d'abord, on peut rappeler que les argiles sont réellement des silicates, la plupart sont des silicates lamellaires, et ils sont formés du point de vue structural de l'assemblage de tétraèdres de silicium, c'est de la silice, disons, qui est liée à des octaèdres d'alumine ou de magnésium, de fer, d'autres métaux, donc en coordination octaédrique. Et on peut avoir donc des assemblages du type une couche de tétraèdres de silice, une couche d'octaèdres d'aluminium, par exemple, ou d'autres familles qui se composent par deux couches siliciques, une couche octaédrique centrale. Et dans la classification de l'AIPA, qui est l'Association internationale pour l'étude des argiles, ces exemples, par exemple, les exemples de silicates du type 1,1, c'est-à-dire un octaédrique et un tétraédrique, typiquement c'est la kaolinite. Du type 2,1, c'est la pyrophilite et le talc. La pyrophilite, c'est un silicate 2,1 d'aluminium, le talc de magnésium, mais ils sont caractéristiques d'une charge nette 0, tandis que les sesmectites ou bien même les vermiculites, ils ont une charge qui doit être compensée par des cations. C'est le cas typique des sesmectites du type de la montmorillonite, par exemple, ou de la saponite. On voit donc aussi, ça c'est un exemple, ça serait la représentation du silicate du type montmorillonite, mais il y a également la possibilité d'avoir des minéraux de l'argile du type fibreux, et c'est l'exemple de la sépiolite et de la palyroxite, qui sont donc une structure un peu plus particulière. Ça, c'est la montmorillonite. Donc, ce sont des matériaux qui se présentent en forme de poudre d'une taille moyenne de 2 microns, mais dont la structure, disons, en couche dans les dimensions du nanomètre, contiennent des cations interlamellaires. C'est très important parce que ces cations peuvent être facilement échangés par des cations inorganiques, des métaux chargés, mais aussi des matériaux inorganiques, des matériaux organiques, des molécules chargées, des molécules neutres, je veux dire, des cations organiques, des polymères, etc. Donc, ça c'est ici donc, la sépiolite qui est, disons, présente une morphologie fibreuse, comme vous pouvez voir ici, et au microscope électronique, on peut voir donc la présence des canons. Donc, ce sont des blocs, comme vous voyez ici, des blocs qui rappellent la structure de montmorillonite, mais ils sont distribués en quinconces, et donc il y a, disons, des espaces vides, ce sont des tunnels à l'intérieur, des chaînons à l'extérieur, et ce qui caractérise ces matériaux, c'est qu'ils ont une surface spécifique très élevée, due à la configuration des fibres de dimension de 200 angstroms à peu près, et donc beaucoup de
irrégularité, ce qui fait la haute surface spécifique et un volume de pores assez important. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il présente des groupements silanols à la surface, ce qui veut dire qu'on dispose d'un matériau qui ressemble un peu à la silice, parce qu'il y a des silanols, seulement que ces silanols sont bien ordonnés, donc parce que c'est un matériau microcristallin. Il ressemble au zeolite du point de vue qu'il y a des canaux, des tunnels, donc des fenêtres de micropores structuraux. Et il ressemble aussi aux argiles parce qu'il y a cette structure qui rappelle les smectites, donc ces blocs que vous voyez ici. Et donc il y a aussi une partie qui doit être compensée par des cations. Donc ces minéraux présentent une capacité d'échange des cations. Donc c'est un matériau qui nous rappelle donc la silice, les zeolites et les argiles du type smectite en même temps. Et c'est pour ça qu'il est spécialement intéressant. Et pour nous, c'est vraiment intéressant aussi parce que des gisements très importants sont tout près de Madrid, où se trouve notre laboratoire. Les argiles ont été toujours considérées comme quelque chose même divine, parce qu'on les lie donc à l'origine de la vie. Mais si on tient compte, même le système d'origine de la vie de la biogénèse, donc proposé par Keynes Smith de l'Université de Glasgow, ce sont des systèmes qui pourraient avoir la capacité d'absorber des molécules, de les concentrer à la surface et d'avoir la possibilité, par l'intercalation, d'agir comme moule et de faire des duplications. Donc, une des choses qui peut originer la répétition des molécules et probablement qui pourrait faciliter l'origine de la vie à partir des molécules prébiotiques. Une possibilité très importante de tous les argiles, c'est la capacité de fonctionnaliser par différents procédés, que ce soit par l'incorporation des groupements organiques qui peuvent être introduits, associés à l'argile, soit par des mécanismes d'échange ionique, par complexation, par greffage, etc. On va voir quelques mécanismes qui vont permettre l'assemblage de matières organiques fonctionnalisées avec les argiles. Par l'assemblage de nanoparticules, en particulier de certains oxydes métalliques de nanoparticules, peut être associés à la surface pour fonctionnaliser la surface des argiles, comme la silice, l'hydroxyde double lamellaire, donc le zeolite aussi, des nanoparticules de carbone. On peut aussi associer les argiles aux polymères fonctionnels, comme les polymères conducteurs électriques, que ce soit conducteurs ioniques ou électroniques. On peut les associer à des biopolymères pour former des bionanocomposites, que ce soit des polysaccharides, protéines, acides nucléiques, etc. Ou même on peut les associer à des espèces biologiques entières, comme des lipides ou des virus, etc. Donc on va commencer pour voir qu'une des caractéristiques les plus intéressantes des argiles, c'est la possibilité d'intercaler. C'est quelque chose qui est commun à beaucoup de solides avec une organisation bidimensionnelle. C'est donc le cas pour certains phosphates, certains arséniates, certains titanates, les hydroxydes double lamellaires, certains oxydes de métaux de transition comme le pentoxyde de vanadium, etc. Et cette possibilité, c'est que des molécules peuvent pénétrer et se stabiliser à l'intérieur de ce feuillet. Donc, l'argile peut avoir la possibilité, dès que des molécules se stabilisent, et alors elle va s'écarter pour permettre, donc il va avoir, pour permettre l'accommodation des molécules, des petites molécules ou des grosses molécules,
Et il va y avoir donc une séparation de feuillets qui est parfaitement mesurable par une manière très simple, c'est par diffraction des rayons X. Toutes les réflexions 0,0L, c'est-à-dire qui nous montrent les distances basales, vont être très facilement et très précisément mesurées. Donc, ça c'est l'utile des choix pour prouver qu'il y a des processus d'intercalation dans les argiles lamellaires du type montmorillonite. C'est le cas, par exemple, de la préparation de ce qu'on appelle les organoclés. Les organoclés ou les argiles organiques, ce sont des produits qui sont commerciaux. Ce sont des produits d'intercalation des surfactants du type de l'alkyle ammonium, de longue chaîne. Et donc, si on a une argile de départ avec des sodiums comme cations échangeables, sodium, lithium, calcium, etc., le traitement par une selle d'ammonium va permettre l'intercalation. Et c'est le cas, par exemple, du bromure d'acétylammonium. Donc, ces cations vont déplacer le sodium, par exemple, et va s'accommoder dans l'espace interlamellaire en produisant une expansion. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de possibilités de formation de ce type de matériaux hybrides, et c'est les mécanismes différents qui peuvent agir et la nature de l'argile qui va définir, par exemple, les conformations à l'intérieur de la surface. Ça, c'est tel que Lagali a proposé, différentes possibilités d'accommodation de ion alkylammonium à l'intérieur d'une argile du type esmectite. Et c'est la charge spécialement, la localisation et la densité des charges qui vont être fondamentales pour avoir une conformation ou l'autre, comme ici est représenté. Mais il y a non seulement la possibilité d'intercalation par des mécanismes du type électrostatique, c'est-à-dire par l'échange ionique, qu'on peut avoir des assemblages entre argile et matière organique, mais il y a aussi la possibilité de mécanismes par des interactions du type Van der Waals, des liaisons d'hydrogène, ions dipôles, coordination par exemple, transfert des protons ou d'électrons, même le greffage par exemple par la création dans certains cas de liens covalents. Et on peut voir des exemples très précis comme c'est l'intercalation de ces terres-couronnes ou des cryptandes qui, comme vous savez, sont des complexantes pour des cations alcalins, pour d'autres cations, mais ils sont capables, d'une manière spontanée et à température ambiante, de pénétrer à l'intérieur d'un cristal, d'une esmectite, et déplacer l'eau de coordination de cations sodium, par exemple, et le complexer en formant des composés extrêmement stables. Ça, c'est intéressant parce que ces matériaux ont la propriété de contrôler le mouvement, la mobilité des ions lorsque ils sont placés dans un champ électrique. Et alors, ce sont vraiment des conducteurs ioniques dont on peut moduler la conductivité par la force d'interaction, par la coordination, par des interactions ion-dipôles, évidemment, entre ces macrocycles et les cations interlamellaires. Mais on peut aller un peu plus loin et utiliser des systèmes comme le polyéthylène, l'oxyde de polyéthylène, qui est un polymère qui peut s'intercaler avec une conformation d'un ressort et qui va complexer des cations et il va moduler sa mobilité. Réellement, c'est le premier, le premier hybride de conductivité purement ionique qu'on a pu préparer. Et c'est intéressant parce que non seulement
il y a, disons, une conductivité anisotropique qui est induite par disons, le système lamellaire. Il y aura une conductivité dans les plans du silicate est beaucoup plus élevée que perpendiculaire à ces plans, mais aussi parce que ce sont des conducteurs purement ioniques. Donc le numéro de transport, c'est ici, et ça a pu être déterminé, et même expérimentalement, pratiquement de l'unité. Il n'y a pas de transport du type électronique, et il n'y a pas de couple qui peut se transporter. Parce que ici, nous avons dans ce système un cation, qui est par exemple lithium ou sodium, lithium dans l'exemple que nous avons ici, et le cation peut être transporté par la signal électrique, mais le silicate, qui est l'anion, le contre-ion, disons, c'est d'une taille très grande, c'est un anion d'un rayon infini, et cet anion ne bouge pas, donc il reste toujours sur place, donc le transport est exclusivement du type du cation. Donc T plus égale à 1. Voilà. Exemple d'intercalation de polymères conducteurs électroniques. Donc, ça, on a vu des conducteurs de polymères qui peuvent favoriser la conductivité ionique. Maintenant, la conductivité électronique, c'est les pyrroles, c'est l'aniline qui peuvent former donc, des polymères comme la polyaniline ou les polypyrroles, par exemple, les conducteurs électronique. Mais dans ces cas, j'ai choisi l'exemple du pédote qui est le éthylène dioxythiophène, cette molécule-là. Lorsqu'on le met en présence d'une argile, par exemple sodique, il s'intercale, mais après, on peut essayer tous les moyens pour induire une polymérisation. Il ne fait dans les conditions qu'on a essayées, jamais il ne polymérise pas. Il reste vraiment ces molécules isolées, il ne tend pas à polymériser. Par contre, si dans le système on ajoute une selle de fer à l'extérieur, il va former les polymères et ces polymères vont s'intercaler. Donc on a une polymérisation intercalante de ce système. On va obtenir donc un polymère conducteur, comme vous voyez ici, donc, qui est conducteur électronique, et ce sont des couches de silicate, ce sont des couches isolantes, mais on va avoir des conductivités qui ne sont pas très élevées. On voit effectivement qu'on a des énergies d'activation, d'après la Renew, ce qu'on a ici, ces représentations, de valeurs qui sont entre 0.1 ou 0.2 électron-volts, ce qui correspond au transport des électrons, qui est le système qui est ici. Donc, on voit des possibilités d'intercalation des polymères, donc, qui restent bien ordonnées, mais il y a aussi des possibilités d'intercaler des polymères avec une délamination. Ce sont les polymères clay nanocomposites, ce sont les nanocomposites argile polymères qui sont, c'est un domaine très important, très intéressant, mais je ne vais pas rentrer ici parce que c'est vraiment tout un monde et il faudrait vraiment, pas seulement un cours, mais plusieurs conférences pour bien illustrer ces systèmes qui sont de plus en plus intéressants. Je vais plutôt continuer, donc tout simplement montrant les possibilités donc, de faire des argiles une région organophile qui va servir à l'incorporation des monomères et des polymères de basse polarité et qui vont faire donc des matériaux structuraux ou fonctionnels des polymères argile. On va voir maintenant quelques exemples d'utilisation des argiles dans le domaine, par exemple, du traitement de l'eau. Les argiles modifiés par les alkylammonium, ce sont des organoclés. Ils sont déjà commercialisés et vendus à une grande échelle pour le traitement des eaux, pour l'élimination
des hydrocarbures, qui viennent du pétrole, des graisses, et d'autres substances, même comme le toluène ou le silène. Donc, vraiment des substances, par exemple, des hydrocarbures polycycliques, qui sont des matériaux, des polluants de basse polarité. Et aussi, il est intéressant que ces systèmes même peuvent être utilisés pour la captation des radionucléides du type cationique ou ionique aussi, comme par exemple anionique, comme c'est les iodures. Et sur la forme des I3-, sont également absorbés par ces systèmes. On voit, par exemple, l'utilisation des organonucléides pour la réduction de la migration de pesticides dans les sols, par exemple. Donc, tout ça sert à faire des pesticides, entre guillemets, plus écologiques, entre guillemets. Parce qu'un pesticide ne sera jamais tout à fait écologique, mais quand même, si on peut réduire l'impact des pesticides, tant mieux. Parce qu'il y a spécialement des endroits et des systèmes, des cas où des pesticides sont vraiment nécessaires. Et donc, on peut utiliser le argile modifié avec l'incorporation, donc les hybrides dérivés des argiles pour éviter la diffusion, la volatilisation ou donc la perte, par exemple, pour l'action de l'eau. Il y a quelque chose qui est intéressant et qui a été décrit par Marc Rouliès déjà une vingtaine d'années presque, c'est que si sur la surface d'un silicate, par exemple une argile, on fait la coabsorption d'un pesticide qui peut agir comme un donneur et un accepteur qui est un composé organique, il va avoir donc des interactions qui vont être favorables pour éviter la décomposition à la lumière du pesticide. Il y a beaucoup de pesticides qui sont détruits par la lumière, donc ils peuvent être d'application à l'intérieur des habitations, c'est un exemple, mais ils ne peuvent pas être, donc certains insecticides, mais ils ne peuvent pas être appliqués pour les cultures. Donc ici, c'est un cas, il faut chercher comment éviter, et ça, c'est une façon de le faire. Nous avons, par exemple, appliqué de la façon suivante. On a la trifluoraline T, qui est un colorant cationique qui peut être absorbé à la surface d'une sépiolite, d'une argile du type sépiolite. Et si la trifluoraline, on peut coabsorber après la trifluoraline, qui est un pesticide, donc qui est facilement détruit très facilement par la lumière du soleil. Et donc on voit qu'une fois qu'ils sont coabsorbés, donc la trifluoraline est rapidement détruite par la radiation ultraviolette, tandis que si on met tous les deux, alors elle est fortement stabilisée après une radiation importante. Et ça, c'est d'application peut-être d'application pour la protection de la dégradation des pesticides. Aussi, il y a des pesticides qui sont très très volatiles. C'est le cas de l'alachlore, le métolachlore. Mais si on le place sur des organoargiles, donc des argiles qui ont été préalablement modifiées avec des surfactants, ça c'est un surfactant cationique du type benzyldiméthylammonium, avec une chaîne statistique, ils ont une capacité d'absorption avec une force beaucoup plus importante et on évite largement, l'évaporation, la perte et la pollution de l'atmosphère et l'activité du pesticide. Ce sont des exemples donc d'utilisation des argiles modifiées. On va voir maintenant la possibilité de fonctionnaliser des argiles par l'assemblage des argiles avec des nanoparticules. On peut faire donc
des exemples de matériaux qui peuvent être d'intérêt, par exemple, comme matériaux anti-pollution. Comme c'est le cas, par exemple, des nanoparticules de dioxyde de titane supportées sur les argiles, mais aussi des matériaux superparamagnétiques basés dans des nanoparticules de magnétite fonctionnalisées associées aux argiles. Ce sont deux exemples. Réellement, nous pouvons voir une méthode un peu générale de la création des nanoparticules de silice, de dioxyde de titane, d'alumine, des nanoparticules d'alumine, etc. Et cette méthode est un procédé qui consiste dans le traitement d'une argile modifiée avec des alkyles ammonium par un alkoxyde. Dans ce cas, c'est le tétraméthoxysilane. Dans certaines conditions expérimentales, produit une délamination et la formation d'une silice à l'intérieur des feuillets, à l'intérieur de ces feuillets, et il va délaminer l'argile, de façon que si par après on fait la calcination de ce système, on va éliminer la matière organique, c'est-à-dire le groupement alkyle et aussi le résidu de méthoxy, des groupements méthoxy de la silice, et on va avoir réellement ce qui est des nanoparticules associées à une argile qui est délaminée, et donc ça peut être considéré même un nanocomposite du type silice-argile. Le procédé est très simple. Réellement, il consiste dans un mélange de l'alkoxyde avec l'argile traitée, et on voit qu'après un certain temps, dans cet exemple, c'est à peu près 50 minutes après, à 50 degrés, il produit donc une hétérocoagulation spontanée, et on obtient donc un système extrêmement visqueux. Et si on examine ces matériaux au rayon X, on voit que l'argile a été complètement délaminée. Donc, ils font un temps long en général. Il y a des systèmes qui prennent même des semaines. Il y a des systèmes que c'est en quelques heures, il y a des systèmes en quelques minutes, spécialement lorsque ce sont des silanes, des alkoxydes qui ont une tendance à une hydrolyse très rapide. C'est le cas, par exemple, des alkoxydes d'aluminium, etc. Mais en contrôlant les conditions expérimentales, c'est possible de réaliser ce genre d'expérience et d'avoir des matériaux qui ont de délamination. On peut voir ici, c'est le cas, c'est la section biomicroscopique en microscopie des transmissions, donc qui ressemble, ça c'est une matrice silicique et ça c'est l'argile, ça ressemble vraiment beaucoup au polymère argile, mais c'est une matrice silicique. Ça, c'est le cas, par exemple, d'une vermiculite. On voit qu'elle a été dépliée, il y a des plis parce qu'elle a été vraiment délaminée. Les vermiculites peuvent faire des cristaux, une morionite peut faire des cristaux de 2 microns, mais une vermiculite peut faire des cristaux de quelques centimètres même. Donc, ça c'est extraordinaire de voir comment on peut, sur des grands cristaux, avoir une délamination. Et donc, l'épaisseur des feuillets serait 1 nanomètre pour quelques centimètres. C'est une relation d'aspect énorme. Eh bien, ceci est vu comme je viens de commenter. La structure, disons, d'empilement de la vermiculite est détruite pratiquement à température ambiante, à 50 degrés, dans ses premières phases, d'une manière, lorsqu'on trouve exactement les conditions, et après, on perd complètement cette structure d'empilement. Donc, si on a les isothermes d'absorption ici pour la vermiculite de départ, on peut avoir après des matériaux poreux, comme on voit ici, de environ une vingtaine de mètres carrés par gramme de surface spécifique. On peut passer à des matériaux qui ont environ 500 mètres carrés par gramme. Et ce n'est pas la silice qui va produire
parce que si on fait la silice à part et on mélange, on fait donc c'est ces procédés séparément, et on les mélange, on n'arrive jamais à des surfaces spécifiques si élevées. Donc ça c'est quelque chose qui promet, mais qu'on peut par exemple appliquer à d'autres systèmes, pas les systèmes lamellaires, mais sur la séphiolite modifiée à la surface. La séphiolite n'a pas la capacité de gonflement, c'est une argile fibreuse et ne peut pas faire des expansions basales, ne peut pas intercaler. Mais on peut modifier la surface. Si on a cette surface modifiée et on fait cette réaction bien contrôlée, on peut finalement avoir des nanoparticules de silice distribuées, de différentes tailles d'ailleurs, en changeant les conditions. Et on peut faire donc des systèmes comme vous voyez ici. Ça, c'est un système, vous pouvez voir ici les fibres de séphiolite qui sont modifiées. Donc on peut voir des nanoparticules de silice qui sont juste accrochées à la surface et même après calcination. C'est un échantillon calciné. Ça, par exemple, la nature de ces matériaux dépend évidemment de salcoxyde de départ, que ce soit un méthoxy ou un butoxy, on peut avoir des caractéristiques différentes et les produits finaux peuvent avoir des surfaces spécifiques très différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système, qu'on est occupé maintenant à développer, ils sont intéressants du point de vue de la possibilité de faire des supports chromatographiques, des supports pour le catalyseur, des supports pour des enzymes complètement nouveaux, qui sont très facilement fonctionnalisables par après. On peut les fonctionnaliser avec n'importe quel système et on peut les utiliser comme le nanocharge pour des polymères. Parce qu'en fait, on a des tout petites fibres qui ont la surface d'une silice. C'est comme une fibre de verre, mais extrêmement petite. Il n'y a jamais de fibres de verre de telle dimension que la séphiolite. Et on peut faire des systèmes comme ici, qui connaît très bien Francisco. Et donc, on a des matrices de polymères, comme des époxys, qui ont été renforcées par la présence de ces genres de fibres modifiées au silice, etc. En utilisant le même procédé, on peut déposer sur la surface de la séphiolite, par ces moyennes, des nanoparticules de dioxyde de titane. On a la phase anatase, de basse température, et voilà, ici, vous pouvez voir en détail quelles sont les nanoparticules qui couvrent des fibres. Ce sont des nanoparticules d'environ une douzaine de nanomètres et sont très homogènes toujours. Ils sont ici, couvrent complètement la fibre, ça c'est en émission de champs, microscopie au balayage, et ici c'est les transmissions. Vous pouvez voir les particules qui sont vraiment d'anatase très homogènes. Distribuées sur la surface. Voilà quelques essais qui sont très positifs parce qu'on a une étendue de la surface très grande. On a des surfaces spécifiques énormes et donc avec tous les nanoparticules d'anatase qui sont actives. Dans ces cas, en plus, nous avons dopé au soufre pour avoir des efficiences dans la conversion photocatalytique plus importantes. Et ce sont des tests qui nous indiquent que ces systèmes sont excellents pour la dégradation. Par exemple, ça c'est comme un modèle du phénol dans l'eau. De la même façon, nous pouvons faire des argiles modifiées avec des HDL, des hydroxydes double lamellaires. Les hydroxydes double lamellaires, par exemple magnésium aluminium ou zinc aluminium, nous avons essayé tous ces systèmes. On a des systèmes comme ça, on voit donc des fibres qui sont entourées par la rose du dessert, qui est toujours la forme de cristallisation des HDL. Et ces systèmes sont intéressants parce qu'ils ont une capacité d'absorption duale, dans le sens qu'ils peuvent absorber en même temps un anion et un cation. Il n'y a pas beaucoup de systèmes qui peuvent
et des solides qui peuvent avoir ces caractéristiques. Et ici, on a donc l'absorption des cations qui peuvent être proportionnés par la sépiolite, l'argile, et aussi l'absorption d'anions qui est assurée par le HDL. On sait que la surface de la sépiolite, qui termine en groupement SiOH, en groupement silanol, est fondamentale, et on a prouvé que c'est au départ de là qui reste accroché l'HDL. En RMN, on voit très bien que la création d'une nouvelle signal du silicium, qui est lié à l'HDL, et la disparition du silicium, de la signal du silicium du silanol. On peut faire aussi des systèmes plus complexes, par exemple des séolites ou des nanoséolites, c'est ASM5 par exemple, qui a été grandi sur la surface externe d'une sépiolite. C'est curieux qu'on voit ici comment ils s'agglomèrent et comment ils sont développés, ces nanoparticules de séolite, et ils sont toujours, pratiquement chaque séolite a sa fibre. Et c'est le point de départ pour croître, pour initier la croissance de la séolite. Comment est-ce qu'on peut aussi modifier des argiles et d'autres solides poreux, comme le séolite ou les charbons actifs, les carbons actifs? Eh bien, c'est par le traitement des ferrofluides. Ça, c'est un système que nous avons breveté et dont j'avais commenté on vient justement de vendre ces brevets à une entreprise, une compagnie qui va commencer la production. Ce sont des nanoparticules, des magnétites modifiées avec l'acide oléique, par exemple avec un acide gras, et vous pouvez voir qu'il devient super paramagnétique tout le système. Les nanoparticules sont incluses dans les pores de l'argile, et donc c'est vraiment un système qui prend les caractéristiques des nanoparticules des magnétites. Ce sont ces nanoparticules de magnétites d'environ 10 nanomètres. Ils ont la capacité donc d'avoir donc la possibilité de faire que le système devienne super paramagnétique. Un exemple d'application, c'est qu'on peut, par exemple, enlever une matière dans l'eau sans besoin de filtration ou de centrifugation. Et ça, c'est l'application la plus importante. Nous avons, dans ces cas, c'est tout simplement du bleu de méthylène, c'est tout simplement pour voir qu'il y a une substance et qui est extrait. Donc, ça, c'est applicable à toutes sortes de molécules, de polluants, de toute nature, organique, cationique, ou même des radionucléides. Vous voyez qu'il suffit de mettre un aimant ou un électroaimant, évidemment pour la question de développement à une autre échelle, et on peut extraire complètement ce système. Et ce système, on peut laver, on peut récupérer. C'est un système intéressant, comme vous voyez. On va voir aussi quelque chose d'intéressant récent, comme c'est le développement des systèmes argile-graphène ou d'argile nanotube de carbone. Réellement, c'était Kyotani, il y a déjà pas mal d'années, qui avait montré que des molécules comme l'acrylonitrile pouvaient être intercalées dans la morillonite et, après un traitement thermique, faisaient des couches de carbone qui pouvaient être, disons, profitées et après dissoudre l'argile, une dissolution par exemple par traitement avec des acides, l'acide fluorhydrique, suivi de l'acide chlorhydrique, etc. Et d'après ça, nous avons essayé différents systèmes. Par exemple, on a
on a prouvé que l'acrylonitrile qui forme le polyacrylonitrile dans le système des solides poreux différentes, comme c'est des membranes nanoporeuses, ou la sépiolite ou l'imorolite. L'imorolite, c'est une argile 1,1 du type aluminique qui a environ 2 nanomètres de diamètre, qui est vide et qu'on peut remplir. Donc, on peut faire donc, de différents systèmes et on peut utiliser aussi de différentes sources de matières organiques pour faire des carbones. Par exemple, dans les argiles, ce système de fabrication de polyacrylonitrile dans la momorionite va nous donner donc des systèmes dont la tendance est à former des plans, des carbones sous la forme de plans. Et on peut faire ça en utilisant de la saccharose, qui est le sucre de table, qui fait un caramel intercalé dans l'argile, et par après, il va former des matériaux du type graphène. Et pour la sépiolite, par exemple, on a la possibilité d'intercaler dans les tunnels, et on va faire finalement des nanofibres de carbone. Et on va voir ça plus en détail. On a la sépiolite, il y a des tunnels à très petite dimension. Si on met les monomères, c'est-à-dire l'acrylonitrile, en excès, on peut cet excès, on peut le polymériser, on va former le polyacrylonitrile et on peut laver avec des diméthylsulfoxyde tout ce qui se trouve à l'extérieur. Mais ce qui se trouve à l'intérieur des tunnels reste évidemment. Et après traitement thermique, on a formation du carbone. Et ces carbones, si on dissout par des traitements acides, on voit qu'ils forment des agglomérats, des fibres de carbone, c'est des nanofibres de carbone, des dimensions vraiment très réduites. Et c'est intéressant parce qu'ils ont des propriétés électriques vraiment intéressantes pour l'application comme des électrodes pour des batteries rechargeables de lithium. Le caramel, dans la conférence d'il y a une semaine, fait aussi donc, des produits d'intercalation. Ça, c'est une caramélisation intercalante qu'on a décrite. Et ces matériaux peuvent former dans la sépiolite ou dans les sesmectites, comme la momorionite, des composés caramel argile qui, après traitement, vont former des matériaux du type graphène. Et ces graphènes, ça se fait par les traitements thermiques à 800 degrés de ces caramels sépiolites. Ça, c'est un exemple. Ces graphènes sont très bien caractérisés, comme vous voyez ici. Ça, c'est publié online maintenant. Et, par XPS ou par Raman, on peut voir donc que ce sont des plans de graphène qui contiennent vraiment très peu d'oxygène et qui ont une conductivité vraiment très élevée. C'est un système extrêmement simple de production de graphène. Tous ces systèmes de carbone-argile sont intéressants parce que, spécialement sur la sépiolite, parce que la sépiolite contient des groupes homosilanols et on peut greffer, par exemple, des fonctions telles qu'on a ici, un amino protoné. Donc, on a un anion qui va être une phase active pour des capteurs et pour la détection des anions. Et ça marche très bien. On a montré que ça marche très bien pour la réponse pour des nitrates et pour des chlorures aussi. C'est des anions petites. Pour les grands cations, non. Il y a une exclusion par les volumes. Et je vais vous montrer donc qu'il y a des plans de graphite, il y a des plans de graphène, et la façon normale, disons, de produire maintenant des graphènes, c'est par la voie chimique, c'est faire par des oxydations du graphite, une oxydation donc avec beaucoup d'énergie, et on fait l'oxyde de graphite, et cet oxyde de graphite, par après, est réduite par des traitements avec de l'hydrazine ou de l'hydrogène, etc. Ce sont des procédés très énergétiques, très polluants, chers, etc. Et donc, c'est vraiment très simple de faire le système sur une surface comme le argile.
On fabrique des graphènes d'une manière très simple. Ça a été repris, même si notre travail est en ligne par Materials View, donc qui montre et qui compare des façons de produire d'une façon très simple du graphène. Un, c'est pour développer dans notre groupe, au départ des argiles, et par de la saccharose, mais aussi par la gélatine, comme on a eu l'occasion de montrer. Et Tour, aux États-Unis, il a montré que ça peut se faire avec beaucoup d'autres matériaux vraiment plus compliqués que le sucre, disons. Donc on voit que réellement, il faut certaines conditions pour avoir une production de graphène qui va nous donner l'environnement qui est proportionné probablement par la microporosité des argiles. Et réellement, on peut dire que lorsque on chauffe le caramel, il y a beaucoup de possibilités de produire donc des graphènes, donc à partir des systèmes, comme je dis, relativement simples. Bon, maintenant, on va voir d'autres systèmes qui consistent dans le couplage des fibres et des nanotubes de carbone. Les fibres de sépiolite sont caractéristiques d'être hydrophiles, qui peuvent être facilement fonctionnalisés, mais ils sont un module de Young vraiment modeste. Ce sont des isolants électriques, ils ont un coût très bas. Tandis que les nanotubes de carbone eh bien, sont hydrophobiques, contrairement. Hein. Ils sont très difficiles à être fonctionnalisés. Mais par contre, ils sont un modulus de Young très élevé et ils sont de très bons conducteurs électroniques. Mais ils sont très chers. Eh bien, nous, Francisco Fernandez a développé des systèmes qui consistent dans la combinaison de fibres de sépiolite et des nanotubes de carbone. Et ce sont des systèmes vraiment où les fibres sont entourées par les nanotubes et de façon qu'ils permettent aux nanotubes qui restent en suspension. Les nanotubes de carbone ne peuvent pas être dispersés dans l'eau, ne forment pas de dispersion stable, mais de cette manière, ils forment des dispersions stables. Et ça facilite beaucoup de choses, comme par exemple la production des Bucky papers. Et ça, nous l'avons appelé les hybrid Bucky papers, qui se forment d'une manière, dans notre cas, très simple, puisqu'ils sont dispersés dans l'eau, on filtre et on a des films autocohérents de fibres de sépiolite et de nanotubes de carbone, dans un système très homogène, dans un système conducteur, qui peut être utilisé pour renforcement des polymères, mais qui peut former donc des films, comme vous voyez ici, qui sont les supports, par exemple, pour développer différents systèmes pour des capteurs, comme support des enzymes, etc., comme on a étudié. Je vais terminer pour introduire très brièvement quelque chose sur le bio-nanocomposite basé dans les argiles. Et cette partie va être assez courte parce que le 24, donc dans 15 jours, il y a une partie spécifique sur le bio-nanohybride. Mais je voudrais vous montrer que c'est le couplage, l'assemblage entre les biopolymères et certains solides inorganiques qui forment par exemple le nacre ou l'ivoire ou les os. Ce sont des systèmes bien intéressants et qu'on peut en principe les reproduire si on utilise des argiles et des biopolymères qui sont plus ou moins intercalés et qui vont agir comme un ciment et collapser et unir très fortement les particules de l'argile. C'est juste un exemple, c'est l'intercalation du chitosane. Le chitosane est chargé positivement, donc il peut s'intercaler entre les feuillets des argiles du type smectite. D'ailleurs, on peut intercaler plus d'une couche. Si on intercale une couche, on est occupé
à neutraliser les charges négatives du feuillet. Donc, si on intercale plus d'une couche, il est nécessaire qu'à l'intérieur vienne un anion pour compenser ces charges. Donc, on passe d'un échangeur cationique à un échangeur anionique. Et on verra dans la leçon spécifique des bio-nanohybrides que ces systèmes peuvent servir comme pour la fabrication des capteurs. Ça, c'est appliqué à la sépiolite, donc exclusivement à la surface externe, et ce sont des capteurs qui vont avoir des tendances à la détection plus ou moins sélective de différents types d'anions, comme vous pouvez voir ici. Mais probablement, je vais montrer qu'une des choses plus intéressantes, c'est la fabrication de mousses. Ces systèmes sont idéaux pour structurer un biopolymère couplé à un solide inorganique, parce qu'ils sont donc préparés dans l'eau, et après, par lyophilisation, ils peuvent former des systèmes de mousse solides qui montrent une porosité très élevée, qu'ils sont des pores interconnectés, ce sont des matériaux de ultra basse densité, on va voir, 0,01 cm3 gramme, ce sont des matériaux très basse densité, ils sont excellents du point de vue biocompatibilité, biodégradabilité, etc. Et ils peuvent donc être utilisés, et nous l'avons développé dans ce but, comme des isolantes, matériaux isolants, acoustiques, électriques, thermiques, mais aussi pour d'autres applications avancées, par exemple comme support des cellules vivantes, comme par exemple pour l'utilisation dans la médecine, de l'ingénierie des tissus, etc. On va voir donc, ça c'est une revue de ce système qui est en ligne maintenant. Et donc on a des matériaux qui peuvent être applicables dans des différents systèmes d'intérêt. Ça c'est pour la croissance d'algues, qui croissent vraiment très bien entre ces systèmes, et donc sont utiles pour la production de biomasse. Mais juste vous signaler que si on modifie, on fait des bio-nanocomposites dont l'argile est modifiée par certaines polysaccharides, comme les xanthanes, alors on peut avoir des systèmes qui vont avoir sélectivement, vont être support pour des particules virales, comme celles de la grippe, et on peut voir donc les virus individuels à la place d'avoir toujours les virus qui sont agglomérés. Et ça, c'est intéressant parce que une fois qu'ils ne sont pas d'une façon comme agrégate, ils sont dispersés, ils sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus, entre 4 et 6 fois plus efficaces pour faire des vaccins pour la grippe. Et ça, c'est très important. Ça a été prouvé donc, avec des mousses. Et bon, on voit que ce sont des systèmes qui fonctionnent vraiment très bien. Et ça, c'est très important, non seulement pour, évidemment, pour les différents types de grippe. Il y aura un moment où il faudra développer des adjuvants de plus en plus efficients, de plus en plus efficaces. Eh bien, le temps est juste passé maintenant. Je voudrais terminer pour insister que les argiles sont des systèmes vraiment considérés comme matériaux acceptables du point de vue écologique, que ce sont des matières premières qui existent partout et qu'ils peuvent être associés au niveau nanométrique à différents types de molécules, des polymères et même des systèmes complexes comme ce sont des cellules vivantes ou des particules virales, qu'il faut donc continuer la recherche dans ce sens et qu'il faut donc développer, on a des possibilités de faire avec les argiles des nouveaux matériaux qui sont
des matériaux nanostructurés, multifonctionnels, etc. Donc il y a tout un monde de possibilités encore devant nous et j'encourage aux gens à continuer dans la recherche, dans ces sujets et dans ces propos. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.